Toi, oui, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber dans les pommes? De même, as-tu déjà subi une anesthésie générale? Plus encore, et là j'imagine que la réponse sera positive, il t'est déjà arrivé de t'endormir. Pourquoi est-ce que je te pose ces différentes questions? Eh bien parce qu'elles soulèvent une question clé qui est: que se passe-t-il lorsque l'on éteint le conscient? Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Et ça en vient à nous poser une autre question, c'est qu'est-ce que l'inconscient? Bien, c'est ce que l'on va voir plus en détail dans cette vidéo. Finalement, une véritable définition claire de ce qu'est l'inconscient, de son origine, mais plus encore de ce qu'on va y trouver à l'intérieur, et aussi pourquoi finalement des techniques comme l'hypnose et d'autres encore, on va voir plus en détail, vont nous permettre de communiquer avec ce fameux inconscient. C'est donc tout un programme que l'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Je suis notamment l'auteur du petit livre de l'énéagramme qui est là et là, et de la formation technicien énéagramme, qui sont des outils de connaissance de soi et qui justement sont en lien avec cette communication entre l'inconscient et le conscient. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. On va déjà essayer de poser les fondations de qu'est-ce que l'inconscient. Alors je vais déjà te donner tout d'abord une définition basique. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Ou du moins, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Alors, bon, je suis d'accord avec toi, ça nous aide, mais ça ne nous fait pas forcément avancer beaucoup plus. Mais comme tu l'imagines, eh bien, certains se sont penchés sur le sujet et ont pu trouver des choses bien plus intéressantes et profondes que ça au sujet de l'inconscient. Alors très souvent, on a tendance à croire que l'inconscient a été découvert au XXe siècle par ce cher ami Freud et sa psychanalyse. En fait, rien n'est moins faux. Ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a mis en lumière un peu plus fortement l'inconscient et une structuration, un modèle d'interprétation de l'inconscient qui lui était propre, qui d'ailleurs est fort utile. Or, on peut déjà constater que quelques siècles plus tôt, en 1765 précisément, le philosophe Leibniz avait déjà émis des hypothèses et une théorie autour du conscient et de l'inconscient. De même, Descartes, avec son fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, avait émis l'hypothèse, la différenciation entre ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas. D'autres termes, l'inconscient. Mais c'est tout particulièrement au XVIIIe siècle qu'un certain Franz Anton Mesmer, qui à l'époque pratiquait ce qu'il appelait le magnétisme animal, eh bien, a mis plus en lien, plus en forme la communication et surtout comment communiquer avec l'inconscient. Probablement que tu n'as jamais entendu parler du magnétisme animal. En fait, ce n'était rien d'autre que ce que l'on va appeler de façon moderne l'hypnose. Et donc plus tard, Freud, au XXe siècle, va définir différentes théories, notamment avec celle du ça et du surmoi, et va surtout avoir une vision de l'inconscient qui finalement n'est pas très glorieuse. En gros, l'inconscient, c'est tout ce bordel qu'on va essayer de soigner, véritablement soigner ce bordel, pour que le conscient puisse vivre d'une façon plus libérée. Dans un sens, il y a du vrai, et finalement, c'est aussi passer à côté d'un pan intéressant, hyper important et riche lié à l'inconscient. En tant qu'être humain, nous sommes souvent très présomptueux en se disant que finalement nos ancêtres n'avaient pas vu les choses et que finalement on est plus intelligent qu'eux. Et dans le cas de l'inconscient, finalement, si on regarde un petit peu plus en arrière, tout particulièrement à l'époque de l'Antiquité, et même par exemple avec la notion des fameux alchimistes, eh bien ils avaient eux-mêmes émis des hypothèses finalement de séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et sur cette approche à mi-chemin entre la philosophie et la théologie, c'est aussi intéressant de voir que finalement ils avaient mis des mots différents sur un aspect de notre conscience, un aspect de notre psyché qui nous échappait et finalement qui nous échappe encore aujourd'hui. Alors maintenant, répondre à la question, c'est quoi l'inconscient? Pour l'illustrer de la meilleure façon possible, peut-être as-tu déjà vu cette fameuse photo d'un iceberg avec la face émergée et la face immergée.
Et finalement, on se rend compte que ce qu'on voit de l'iceberg ne représente que 10% de ce contenu et que les 90% restants se trouvent à l'intérieur de l'océan. Personnellement, je trouve que la métaphore de l'iceberg est celle qui permet de mieux comprendre la distinction entre le conscient et l'inconscient. En d'autres termes, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit de façon consciente, le fameux conscient, c'est la face émergée de l'iceberg. Un iceberg droit devant! En d'autres termes, c'est pas grand chose. Merci. Or, à l'intérieur de nous, au même moment que on conscientise différentes choses, eh bien notre inconscient, lui, va avoir toute une vie interne. Et je dirais même que sur l'iceberg, 90% de celui-ci est immergé. Dans le cas de l'inconscient, eh bien finalement on n'a pas de chiffres. On ne peut pas avoir de chiffres réels parce que c'est difficile encore aujourd'hui, et je pense que ça sera encore difficile encore demain, de percevoir clairement les limites, les bornes de l'inconscient. Voire même, quand on regarde notamment les travaux de Jung, on peut se rendre compte que finalement, on arrive à un point où si on va tirer très très loin sur la recherche de l'inconscient, on va sur des réflexions plus métaphysiques. Et je trouve super intéressant que finalement cet inconscient nous amène, nous met face à certaines limites de notre compréhension humaine. En d'autres termes, on ne connaît pas la part exacte de l'inconscient, mais clairement c'est plus de 90% de ce qui est sous l'iceberg. En fait, pour comprendre l'inconscient, comme je te l'ai dit en première définition, il est important de comprendre ce qu'est le conscient et finalement se dire c'est tout le reste. Et le conscient, c'est ce qui apparaît à toi en état de veille. Et on va faire donc un petit exercice ensemble très simple. Je vais te demander tout simplement de te concentrer là maintenant devant la vidéo et penser très fortement à ce cher Jean-Claude Van Damme. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois apparaître? Eh bien, si tel est le cas, avec cet exercice que je t'ai fait faire, eh bien, on a fait apparaître Jean-Claude Van Damme sur ton conscient. Or, si tu as pu faire apparaître Jean-Claude Van Damme, c'est que finalement, tu le connaissais déjà. Tu l'as déjà vu peut-être sur des films, sur des interviews télé ou autres, mais tu avais en mémoire stocké cette personnalité qu'est Jean-Claude Van Damme. Et ce que tu viens de faire au travers de cet exercice, c'est sortir de ta mémoire, sortir de ton inconscient, d'un tiroir, ouvrir un tiroir et faire sortir Jean-Claude Van Damme vers ton conscient. Là, c'est intéressant, on vient de voir une information qui passait de l'inconscient jusqu'au conscient. Or, ce qui est très drôle, c'est qu'entre-temps, tu m'as écouté faire cette explication et j'imagine que tu as oublié finalement Jean-Claude Van Damme. Hop, ça y est, il vient de revenir dans ta tête. Et en fait, tout le temps où tu l'as oublié, bam, celui-ci est reparti sur ton inconscient. Donc, on vient de comprendre quelque chose d'intéressant sur l'inconscient, c'est que c'est un endroit où va se loger notamment notre mémoire. Notre mémoire à court terme, moyen et long terme. Mais pas seulement. En effet, outre nos souvenirs, on va retrouver nos habitudes, nos sensations, nos humeurs. Parfois, il t'arrive peut-être d'être dans un état émotionnel qui va être plutôt haut ou un état émotionnel plutôt bas, voire peut-être négatif. Et finalement, tu vas pas t'en rendre compte et ça va influencer toute ta journée. Bien là, finalement, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton inconscient. Quoi? Ça, c'est la question. On va pas y répondre dans cette vidéo, on y répondra plus tard. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Mais en tout cas, pour revenir à l'idée, c'est qu'on se rend compte que finalement, notre inconscient nous pilote beaucoup plus que ce que l'on croit. Et là, notamment, je t'ai dit en amont, les habitudes. Mais pas que. Dans notre inconscient, on va retrouver également nos pulsions, nos instincts primaires, partie d'ailleurs sur laquelle Freud s'est plus intéressé en particulier et qu'il souhaitait régler ou améliorer ou assainir pour que finalement on soit plus heureux dans notre vie. Mais l'inconscient n'est pas que cela non plus. N'est pas que tout ce que je t'ai dit, en plus des instincts et des pulsions. En effet, on va également y retrouver nos croyances personnelles, ces croyances qui vont nous guider et nous influencer sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, une personne qui a des croyances comme « eh bien, tous les riches sont des arnaqueurs » va avoir une relation à l'argent qui va être plutôt négative. D'ailleurs, ça on pourrait en reparler. Si ça t'intéresse, tu me laisses un commentaire dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc ça, c'est les croyances qui vont influencer notre perception de la réalité, qui vont influencer notre rapport avec le monde et avec les autres, mais aussi nos décisions. Mais aussi, autre point qui va énormément influencer nos décisions, ce sont nos valeurs. Dans le sens où on va avoir une classification de mots très forts pour nous, comme la santé, la liberté, la famille, le voyage, l'aventure, le travail. Bref,
sont toute une série de mots qui vont avoir un poids émotionnel très fort en nous et qui vont là aussi influencer notre façon d'être. Par exemple, une personne qui inconsciemment a un poids plus fort sur la notion de plaisir, la notion de travail, eh bien va favoriser plus le plaisir que le travail. A contrario, une personne qui a une valeur forte de travail va justement mettre dans sa vie en général le travail en priorité à bien d'autres choses encore. Comme tu peux le constater, finalement dans l'inconscient on va trouver énormément de choses. Mais on va aussi retrouver un point fondamental, c'est ton identité. En d'autres termes, ton identité telle que tu la vois, telle que tu la ressens, mais telle qu'elle est logée à l'intérieur de toi, et notamment d'un point de vue inconscient, c'est le mot, et cette identité va influencer ta façon d'être, ta façon d'interagir, encore une fois, avec le monde. Et si tu regardes des disciplines de psychologie de personnalité comme l'énéagramme, avec les 9 grandes familles de personnalité, eh bien finalement tu constates, tu te rends compte que eh bien, ta façon de voir le monde, ta façon de voir la vie, ta façon de définir celle-ci va structurer un pan très très fort de ta personnalité, va influencer donc tes croyances, tes valeurs, ta façon de voir le monde, la vie, les sujets sur lesquels tu vas faire attention en particulier. Admettons par exemple, une personne qui sera un type 6 énéagramme va focaliser son attention sur tout ce qui peut être dangereux. Mais la personne, consciemment, ne va pas s'en rendre compte. C'est pour ça que souvent, lorsqu'une personne découvre son type énéagramme, eh bien, elle a une réaction qui est d'étonnement, de surprise et en même temps de soulagement à se dire ah, ça y est, je comprends pourquoi j'avais toutes ces situations de vie qui étaient problématiques, bloquantes pour moi. Je comprends pourquoi sur telle ou telle situation, eh bien, je fonctionnais de telle ou telle manière. Et ça, en fait, finalement, c'est mettre en lumière, c'est faire ressortir vers le conscient, faire ressortir à la surface de l'océan des choses qui étaient enfouies bien profondément. Finalement, on pourrait aller un petit peu plus loin en se disant comment communiquer avec l'inconscient. Il existe différentes façons. On a notamment évoqué notre ami Mesmer avec l'hypnose, qui finalement après a développé tout un pan d'études comme par exemple l'hypnose ericksonienne, que l'on peut retrouver en thérapie et autres, mais aussi également des outils, moi qui est l'outil que j'utilise le plus et que je trouve le plus fascinant dessus, qui est l'outil d'analyse de psychologie de personnalité. En d'autres termes, l'énéagramme dans ce cas-là, qui finalement est une analyse puissante de l'inconscient, permet de comprendre des choses qui finalement, lorsque tu vois quelqu'un, tu la vois faire différents automatismes, toi tu sais que elle a tel type énéagramme, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle agit de façon automatique. Et le plus terrible dans tout ça, tu te dis, mais en fait, si elle savait ce que je sais sur cette partie, cette structure de la personnalité, cette structure qui est cachée à l'intérieur de son inconscient, peut-être qu'elle agirait d'une façon plus saine, peut-être qu'elle travaillerait sa relation au monde de façon différente. Bon, ça c'est un autre sujet, la typologie de personnalité. Si ça t'intéresse, je t'invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à regarder le premier lien qui est en description de cette vidéo, qui justement est une explication, une présentation des 9 typologies de personnalité. Donc le lien est dans la description ou ici si tu regardes la vidéo depuis ton ordinateur. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée et une belle exploration de ton inconscient.